Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Célestine. Bonsoir. Donc bienvenue sur l'Académie. Ce soir, on a le plaisir de te recevoir pour une conférence sur se libérer de ses peurs et croyances limitantes. Oui. Donc, Heu, oui, tu as oui, quelque chose non, à dire? vas-y. Ah, Non, non, donc, vas-y. toi, tu es thérapeute holistique et libératrice de l'âme, c'est ça? C'est ça. Alors, si tu as quelque chose à nous dire sur ta présentation. Alors, thérapeute holistique, c'est le terme un petit peu large et libératrice de l'âme, c'est parce qu'en fait, moi, je fais des libérations au niveau de l'âme, des traumatismes qui sont situés dans l'inconscient, dans l'âme, en fait. Voilà. D'accord, merci. Donc, ce soir, nous allons ensemble comprendre les blocages que l'on rencontre dans sa vie, avoir les clés pour se libérer de ce qui bloque dans sa vie, comprendre ton propre fonctionnement et pourquoi on n'arrive pas à atteindre ses objectifs et s'ouvrir à la vie que l'on désire. Voilà. Donc, je te laisse démarrer quand tu le souhaites. Très bien. Alors, bonsoir. Donc, on va parler des peurs et des croyances limitantes. Donc, en fait, tout ça crée des blocages. Et en fait, souvent, on en a des conscientes, mais on en a beaucoup aussi des peurs et des croyances limitantes inconscientes qui sont dans notre mode de fonctionnement. On ne sait pas pourquoi. C'est des réflexes, des choses que l'on vit, que l'on fait, notre façon de faire, que l'on pense naturelle et qui en fait est liée à des traumatismes, à des blessures, des peurs qui ont différentes origines. Donc, tout ça fait qu'on pense souvent qu'on ne peut pas faire des choses. Le gros truc, c'est je ne suis pas capable de, je ne peux pas. Mais quand on regarde les autres, d'autres peuvent faire ces choses, donc pourquoi nous, on ne pourrait pas? Parce qu'on a nos masques, nos peurs qui font qu'on se bloque. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, moi, je m'étais lancée pour faire cette conférence. Il y a un peu moins d'un mois, j'étais en panique totale. Je me suis dit, je ne la ferai pas, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Et c'était vraiment des peurs et des croyances limitantes. Donc, parce qu'en fait, il y a la partie donc, de l'âme qui est hyper importante sur l'énergétique, l'âme à travailler, mais la partie vraiment dans la matière. Donc là, moi, je suis vraiment en train d'expérimenter pour me libérer, pour me dépasser dans la matière. Il faut vraiment allier les deux, c'est très important. Le côté spirituel, c'est important, mais le côté matériel aussi. Et c'est bien d'allier les deux, de faire les libérations du côté de l'âme et après pouvoir les mettre en place dans la matière. Alors, donc on porte différents masques et ça crée aussi beaucoup, donc toutes ces peurs et des schémas répétitifs aussi. Quand on attire toujours les mêmes choses à soi, quand on a toujours les mêmes choses qui se répètent. On se dit souvent, j'ai pas de chance, c'est la faute d'un tel, la faute d'un tel. Mais tout ce qui nous arrive, tout ce que l'on attire à soi, les situations, viennent vraiment de toutes ces choses, ces peurs, ces blocages, qui font que bah, on attire ce genre de situation et qu'on n'arrive pas à aller au-delà, en fait. Parce que vraiment, on est empêtré dans ces peurs, dans ces croyances limitantes, le fait qu'on ne pourra pas, on croit qu'on n'est pas capable, que les choses doivent se faire de telle façon et pas d'une autre. Et ça, c'est vraiment les croyances limitantes. Donc souvent, c'est vraiment très intégré. Alors on verra les différentes origines, mais les croyances limitantes sont beaucoup portées sur le rôle que l'on a dans la société et sur le côté professionnel. Donc en fait, quand on arrive à le pourquoi s'en libérer, c'est vraiment intéressant parce que quand on arrive à s'en libérer, on arrive à sortir de sa zone de confort. On arrive à se dépasser et à voir qu'en fait, tout est possible. On arrive avec nos bagages, en fait, en s'incarnant, et aussi avec différentes choses que l'on vit. Et en s'en libérant, on se défait de ces bagages et on arrive à vraiment se décharger de tout ça, en fait. Et c'est hyper important parce que on se sent beaucoup plus léger et on arrive à faire des choses qu'on ne pensait pas du tout possibles à la base, alors qu'en fait, tout est possible. Et si les autres le font, pourquoi pas vous? Pourquoi est-ce que vous ne serez pas capable de faire telle ou telle chose quand d'autres y arrivent? Voilà. Alors, il y a donc du coup différentes origines sur le point de vue de l'âme, bien sûr. Donc, il y a déjà on va dire les premières choses à la surface, c'est ce que l'on vit. Donc, sur nos blocages actuels, ça permet si par exemple vous listez toutes les choses, les peurs, ce que vous avez envie de faire mais que vous n'osez pas, ça vous permet de voir faire un état des lieux. Ça peut être hyper intéressant de faire un premier état des lieux en conscience
de ce que vous aimeriez faire, ce que vous n'arrivez pas, et le pourquoi. Et là, déjà, vous arrivez à faire un premier constat vous-même, mais il faut le faire vraiment de façon honnête, de ce que vous pensez être capable de faire, ce que vous ne pensez pas être capable de faire, mais ce que vous aimeriez faire. Et c'est là où, petit à petit, vous allez voir le cheminement de vos croyances limitantes et le pourquoi. Donc, souvent, ça prend les origines dans ce qu'on a vécu dans le passé. Souvent dans l'enfance, mais aussi même en tant qu'adulte, et à l'éducation qu'on a eue. Donc, c'est vraiment par rapport à ce qu'on a vécu. Par exemple, sur une croyance limitante, si, par exemple, c'est souvent par rapport à l'éducation dans le passé. Si je prends l'exemple, le rôle de la femme, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de croyances limitantes. Il y a celle générale, mais aussi, du coup, celle un peu plus personnelle suivant les familles. Mais par exemple, une femme ne peut pas réussir seule. Si vous avez cette croyance limitante ancrée en vous, vous n'allez avoir dans votre vie que des femmes qui réussissent si elles sont en couple, qui réussissent grâce à d'autres personnes. Et vous-même, c'est ce que vous allez vivre, expérimenter, parce que depuis votre enfance, dans votre famille, c'est comme ça. Une femme ne peut pas être complètement indépendante. Enfin, ne peut pas. C'est vraiment une croyance limitante. Du coup, si vous êtes une femme seule et que vous voulez vous lancer, vous n'y arrivez pas. Et vous aurez toujours des obstacles à vous, car vous avez vraiment ce truc, vous avez vu ça depuis toujours, qu'une femme ne peut pas se débrouiller seule. Ça, c'est une croyance limitante, même encore aujourd'hui, en 2022, très, très présente. Il y a aussi toutes les... Alors, il y a évidemment les gros traumatismes qu'on a subis, des agressions, des choses assez violentes, mais même, ne serait-ce que des petites choses à répétition, des petites humiliations, des petites choses qui n'ont pas réellement on croit, de sens ou d'impact, qui finissent par vous détruire petit à petit. Tout ça vous crée des peurs et fait qu'on ne se sent pas capable on se rabaisse. Si vous avez souvent eu dans votre entourage des gens qui vous ne donnent pas de la valeur, que ce que vous faites ne sert à rien, c'est pas grand-chose, mais tout cumulé tout le temps fait que ça vous crée vraiment cette croyance limitante que vous êtes capable de rien. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous lancer. C'est tout ce genre de choses, en fait. Et puis parfois aussi les gros traumatismes que l'on peut vivre, hein, mais qui est vécu dans votre vie. Et après, on fait le lien aussi avec l'enfant intérieur. Donc, il y a ce que vous avez vécu dans le passé, après votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est en fait ce qui représente nous, enfants, et il porte toutes nos blessures, tous nos traumatismes. C'est aussi, quand on s'écoute pas, c'est qu'on n'écoute pas son enfant intérieur. On n'écoute pas nos besoins. Donc, c'est aussi hyper intéressant d'aller voir son enfant intérieur. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous, d'aller essayer de dialoguer avec son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il veut? Et ça permet de voir un petit peu, et il porte vraiment toutes nos blessures et nos peurs. Donc votre enfant intérieur, si au fond de vous, sans vous en rendre compte, c'est aussi ce qui est inconscient, vous êtes beaucoup dans la protection, vous voulez pas vous dévoiler, vous voulez un peu avoir un masque, ne pas montrer vraiment comme vous êtes parce que vous avez peur d'être vulnérable. Votre enfant intérieur, quand on va le voir, il est tout emmitouflé, il est tout barricadé, il ne vit pas. Un enfant intérieur, quand on va à sa rencontre, pour dire que ça va, on doit voir un petit enfant jouer, danser, tel que les enfants devraient être, tel que vous auriez dû être enfant. Et si ça n'a pas été le cas, votre enfant intérieur est blessé, il a peur, et c'est de lui que partent toutes vos blessures. Et aussi tous vos comportements qui attirent des schémas répétitifs et qui créent toutes ces peurs, ces croyances limitantes, et du coup, vos propres comportements qui vous sont toxiques parce que qui vous retient en fait vraiment dans vos limites, en fait, dans votre zone de confort, qui est une zone connue, pas une zone de confort, mais une zone connue. Et du coup, ce qui est aussi intéressant pour l'enfant intérieur, c'est que ce que vous pouvez faire pour essayer de voir où en est votre enfant intérieur pour lui faire du bien,
c'est de faire des choses toutes bêtes, toutes simples, que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Ça, c'est un exercice très simple, très bête, qui paraît pas grand-chose, mais en fait, ça fait énormément de bien. Et là, votre enfant intérieur voit que vous pensez à lui, que vous prenez soin de lui, et à vous-même en tant qu'adulte, ça vous fait un bien fou. Ne serait-ce que regarder quelque chose à la télé que vous regardiez enfant, ou prendre un petit déjeuner comme quand vous étiez enfant, des choses vraiment toutes simples. Mais au quotidien, enfin de le faire de temps en temps, ça permet vraiment de se reconnecter à soi, donc à son enfant intérieur, et vraiment, ça apporte vraiment un bien-être intérieur, mais qui vient vraiment vous chercher au fond. Parce que votre enfant intérieur, il porte vraiment tout ça, toutes ses peurs, ses croyances limitantes. Et du coup, si vous l'écoutez pas, si vous reniez tous vos besoins, vos envies, que vous faites passer tout ça en dernier, il se barricade. Et vraiment, c'est encore là que vous attirez encore plus des situations problématiques. Parce que quand on est dans ses peurs, dans ses croyances limitantes, qu'on porte ces masques, on attire à soi ces situations problématiques. Et on se dit, oh là là, je vais jamais m'en sortir. En fait, si. Mais il faut s'écouter. Voilà. Donc, l'enfant intérieur et ce qu'on a vécu dans le passé, c'est deux choses différentes, mais assez liées, qui sont vraiment un peu on va dire, sur l'âme et sur cette vie-là. Et que ça, vous pouvez vraiment faire un travail en conscience dessus. Et par des petits exercices, vous pouvez arriver à vous apaiser, à apaiser en fait tout ça, à faire la paix avec ce que vous avez vécu et avec votre enfant intérieur, vous réconcilier avec lui. C'est hyper important pour commencer à vraiment libérer toutes ces peurs et ces croyances limitantes. Ensuite, il y a alors les deux gros, ce que je vais plus développer, ce qui est vraiment, en fait, ce qui est vraiment plus inconscient, c'est, alors déjà la première chose, c'est les vies antérieures. Ce qu'on a vécu dans ces vies antérieures, clairement, ça crée la base de ce qu'on vit dans cette vie-là. Donc de nos peurs, de nos croyances limitantes. En fait, c'est lié à des traumas. Donc les traumatismes. Dans les vies antérieures, si vous suivez, enfin si vous aimez un peu l'histoire, enfin, on voit qu'il y a eu des choses atroces de tout temps, même encore aujourd'hui. Et on a toujours eu des vies où on a été victime, des vies où on a été bourreau et des vies où on a été sauveur. Mais en tant que victime, un peu aussi en tant que bourreau, on a ces vies où on a vécu vraiment des choses horribles qui, du coup, restent. Et en fait, l'âme au-dessus, c'est comme si vous étiez au-dessus, elle garde ce traumatisme. Donc, je vais donner un exemple assez. Je vais prendre un seul exemple que je vous donnerai pour l'autre partie. Par exemple, une femme qui n'arrive pas à faire d'enfant. Une femme qui n'arrive pas à faire d'enfant, parfois, il n'y a aucune raison physique, physiologique, et on dit que c'est juste des blocages. Et si on va voir dans les vies antérieures de cette personne, ce qui ressortira, hein, c'est des problèmes liés à la maternité. Donc, ça peut être des morts en couche, des enfants morts-nés, des enfants morts en bas âge, des grossesses suite à des viols, enfin tout ce genre de choses, des accouchements très traumatisants. Enfin vraiment une thématique très forte autour de ça, à répétition dans pas mal de vies. Et quand ça se répète comme ça, en fait, l'âme, elle garde dans un coin de sa tête que tomber enceinte égale danger. Parce que ça veut dire soit la mort, soit un traumatisme pour le corps avec l'accouchement, soit la perte d'un bébé dont on ne se remet pas. Et l'ayant vécu plusieurs fois, l'âme, pour se protéger, elle crée donc toutes ces peurs, et ces peurs font que le corps bloque, et donc on n'arrive pas à tomber enceinte. Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Il y a une peur qui est aussi très classique, qui est la peur de réussir. On a tous envie de réussir. Et souvent, on n'y arrive pas, que ce soit professionnellement, personnellement, avec sa vie de famille, on n'y arrive pas. Pourquoi ?
Parce que dans les vies antérieures, quand on a réussi, on a vécu de gros traumatismes derrière. Donc, quand je parle de gros traumatismes, hein, c'est torture, enfin, c'est des trucs très sympathiques. Mais ouais, les vies antérieures, c'est ça. Hein. C'est Oui, torture, agression, viol, meurtre. des Toutes gros ces traumatismes. Voilà. Et en fait, ce sont des choses vraiment horribles qu'on a vécues dans nos vies antérieures. L'âme, elle dit non, non, attends, si tu réussis là, si tu obtiens ce que tu veux, attention, parce que quand tu l'as eu, hier, c'est arrivé ça, donc là, non, non, on n'en veut pas. Et ça crée ces blocages, en fait, qui sont des peurs complètement inconscientes qu'on on pense pas, on se dit pas, ah bah oui, tiens, j'arrive pas à réussir, je monte ma boîte, je réussis pas. C'est parce qu'une fois, j'étais à mon compte il y a 300 ans en arrière et finalement, j'ai été torturée pour qu'on vole mon argent. On va pas se dire ça. Mais c'est dans l'âme, et c'est vraiment la partie inconsciente. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partie entre le conscient et l'inconscient, c'est le conscient, c'est à peine 20% de tout ce que notre âme est. Notre âme, c'est 80% de nos réflexions, de nos décisions, de comment on vit. C'est 80% inconscient. Donc ça, c'est vraiment des choses avec le cerveau. Pour ceux qui font de la neuroscience, c'est ce qu'ils expliquent. Mais c'est le cerveau, la conscience, c'est vraiment pareil que l'âme, le conscient, l'inconscient. C'est 80% de choses qui sont inconscientes, dont on ne connaît pas l'origine et on s'en rend même pas compte. Donc c'est vraiment l'âme qui prend le dessus, en fait, notre inconscient qui prend le dessus et qui dit attention, danger, dans tes autres vies, tu as eu ça, ça s'est mal fini. Donc là, dans cette vie que tu as une vie pourtant tranquille et que tu essayes de régler, non, non, il faut pas. C'est les warnings qui se mettent en place et qui disent ouh là 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 là, surtout pas, parce que ça va recommencer. Alors que ça va pas recommencer. C'est vraiment des peurs. Et les peurs, c'est dû au traumatisme. Et c'est vraiment quelque chose de. Enfin, c'est pas que c'est imaginaire, parce que ça a toujours une origine, même si on la connaît pas. Mais c'est. Ouais, imaginaire, oui et non, parce que c'est imaginaire dans le sens où ça n'arrivera pas. Donc ça crée une peur. Donc, peur de quelque chose qui n'est pas arrivé, qui n'arrivera pas là maintenant, mais qui est arrivé dans les vies antérieures. Donc, c'est vraiment très, très compliqué de. Enfin, on peut, quand on se met un peu dedans, quand on réfléchit, on se dit ah oui, ok, j'ai peur de ça parce que. Mais en fait, c'est en allant voir ces vies antérieures qu'on arrive vraiment à se rendre compte de pourquoi on n'arrive pas et pourquoi on croit ce genre de choses. Et parfois, on s'en rend. Enfin, toutes ces peurs et ces croyances limitantes sont complètement inconscientes. On s'en rend même pas compte et c'est quand vraiment on pose les choses, qu'on fait remonter l'inconscient dans le conscient, qu'on dit ah mais oui, si je pense ça, forcément ça peut pas arriver. Si j'ai vécu ça, oui forcément ça ne peut pas arriver. On se bloque tout seul et on a souvent tendance à remettre la faute sur les autres ou sur les éléments extérieurs. Ah bah, enfin moi je l'ai fait pendant des années. Oh c'est pas de chance. En amitié, j'attire toujours les mêmes types de personnes qui se servent de moi. J'ai pas de chance, j'attire les mauvaises personnes, c'est toujours la faute des autres. Non, si on attire toujours les mêmes choses à soi, c'est qu'on a un truc à régler. Et quand on a réglé, quand on a un peu fait le tour de sa vie, qu'on ne comprend pas pourquoi, bah à ce moment-là, les vies antérieures donnent beaucoup, beaucoup de réponses. Donc en fait, voilà, libérer le karmique, libérer les vies antérieures, c'est là où c'est hyper intéressant. Et c'est d'ailleurs ce qui sera proposé dans l'atelier. C'est vraiment des libérations donc de ce que je vous ai parlé. Donc l'enfant intérieur, le passé, les vies antérieures. Donc faire vraiment des libérations pour se libérer un petit peu de tout ça, de s'alléger en fait de cette charge karmique qui fait qu'on n'arrive pas à avancer sans savoir pourquoi, en fait. Donc, je vais vous mettre le lien pour vous inscrire à l'atelier. Donc, ton atelier, ce sera le mercredi 7 décembre à 20h30. Le thème, ce sera soins collectifs, déblocage céleste. Donc, le soin collectif de libération de l'enfant intérieur, des vies antérieures.
et des mémoires transgénérationnelles. Grâce à ce soin, vous allez ressentir l'apaisement des peurs, retrouver la sérénité et libérer des blocages pour atteindre vos objectifs. Voilà. Donc du coup, ça permet de passer à l'autre partie qui est donc les mémoires transgénérationnelles. Donc les mémoires transgénérationnelles, oui. J'avais une question. Est-ce qu'on peut connaître l'origine de nos croyances limitantes? Et ben en fait, c'est toutes ces choses-là. C'est les deux grosses origines, c'est les vies antérieures et les mémoires transgénérationnelles. Où à un moment, il y a eu un truc qui a fait que on croit certaines choses et qui sont ancrées en nous en fait. Donc c'est là où c'est dans ces deux choses où on tire les origines en fait du pourquoi, parce qu'il nous est arrivé ça ou à nos ancêtres, qui fait que maintenant on croit ça, et ce qui fait qu'on vit un peu le genre de choses ou de traumatisme qu'on vit dans cette vie-là. Mais vraiment, c'est après le plus important, c'est pas tellement l'origine, c'est plus quelles sont les croyances limitantes. Après, les origines, c'est intéressant pour s'en libérer, de savoir d'où ça vient. Mais souvent, c'est ce que j'ai expliqué après, tout est lié, en fait. D'accord, merci pour ta réponse. Donc, du coup, sur les mémoires transgénérationnelles, donc les mémoires transgénérationnelles, il y a deux choses. Il y a les traumatismes vécus par nos ancêtres. Donc, je vais reprendre l'exemple du fait de faire des enfants. Et ça, même, c'est même quelque chose, la première fois que j'en ai entendu parler, moi, c'est ma psy. Quand j'allais voir une psy qui m'en avait parlé, donc qui a pourtant fait des études plutôt cartésiennes, et qui disait, en fait, une famille, si par exemple, la personne n'arrive pas à avoir d'enfant, on n'arrive pas à avoir de deuxième enfant. Il y a eu le premier enfant, mais le deuxième, impossible, c'est fausse couche ou ça rate tout le temps. Quand on remonte plusieurs générations au-dessus, parfois pas très loin, parfois il faut beaucoup plus remonter, on se rend compte que ce deuxième enfant, soit la maman est morte en couche, soit l'enfant est mort-né, soit il y a eu une fausse couche très tardive, ou l'enfant est mort à quelques mois. Ça crée un tel traumatisme. Donc, du coup, pour la maman, ça crée un traumatisme qu'elle aura dans ses vies futures. Mais ça a été tellement ancré que c'est aussi un traumatisme qui se transmet aux enfants, à la famille. On parle d'ADN physique, mais il y a l'ADN, j'allais dire traumatique, c'est peut-être pas le terme, mais vraiment ce truc de « Ah, mais le deuxième enfant, s'il vient, de toute façon, il y aura un problème ». Ça se transmet de génération en génération. Alors, ça peut parfois sauter des générations, hein, mais globalement, c'est le genre de traumatisme qui reste. Bon, alors ça ou d'autres, hein, là, c'est qu'un exemple. Hein. C'est pas notre traumatisme à nous, mais on en porte les conséquences. Donc, en fait, quand il y a un traumatisme, c'est la personne qui le vit dans ses vies futures et elle le transmet aux générations futures. Donc, en fait, ça fait vraiment double... gros traumatisme. Les traumatismes, voilà, c'est quelque chose de lourd. En fait, ça crée vraiment donc aussi ces croyances limitantes. Et parfois, donc dans le transgénérationnel, il y a ces traumatismes, donc ces choses compliquées que l'on vit. Ça peut être aussi des morts violentes, des incendies qui touchent plus de domaines, on va dire, plus général. Par exemple, une agression, ce sera moins fort dans le transgénérationnel. En revanche, une agression qui est type plutôt viol avec naissance, là, ça va être dans le transgénérationnel. Ce qui va être lié à l'argent, le travail, par exemple, ou le matériel, une maison qui brûle, par exemple, ça va se transmettre dans le générationnel. Par contre, une agression simple ou un meurtre, on va dire simple, c'est moins dans la famille parce que c'est moins... Même si c'est le traumatisme vécu par une ou deux personnes, ça a moins d'impact sur plus de monde, en fait. Quand c'est un traumatisme qui a un impact assez gros et sur plusieurs personnes, là, vraiment, ça se transmet de génération en génération. Et il y a aussi, parfois, c'est pas forcément des traumatismes, mais ce sont les croyances limitantes liées à l'éducation. Quand, par exemple, dans une famille, l'exemple que je disais au début, une femme ne peut pas réussir sans homme. Il n'y a pas forcément eu un traumatisme de départ. Il n'y a pas un événement qui fait dire la femme ne peut pas réussir seule. Mais c'est ancré dans l'éducation, dans la façon de vivre de la famille,
aussi dans les familles où, par exemple, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des postes de serviteurs au service des autres, employés ou vraiment sous la direction des autres, avec pas mal d'humiliation. Ça reste des gens, par exemple professionnellement, s'ils veulent se lancer à leur compte, ils n'y arrivent pas parce que il y a dans la croyance transgénérationnelle que on doit rester à notre place, on doit rester au service des autres, on ne peut pas réussir, on ne peut pas être patron, parce que ça va aussi avec souvent les croyances limitantes. Les patrons sont tous comme ça, ils sont des mauvaises personnes, et nous on est les pauvres petits ouvriers malheureux, parce que ce sont des gens qui ont été maltraités par leur patron. Donc c'est pas le cas pour tout le monde, mais quand il y a eu des choses un peu comme ça, du coup ça reste. Et souvent, c'est souvent travail, place dans la société, rapport à l'argent. Ça, il y a on n'y pense pas forcément, mais ça a des origines assez fortes dans le transgénérationnel. Moi, par exemple, pour vous illustrer, je vais vous donner mon exemple. Une fois, j'ai poussé un coup de gueule à mes ancêtres en disant: «Oh, là, je veux réussir au niveau de mon entreprise. Donnez-moi un coup de main, il y en a marre». Et je me suis fait un soin, je me suis fait des libérations. Donc parfois j'ai besoin de l'aide de collègues, parfois je peux faire des petites choses sur moi. Du coup, ça m'a beaucoup aidé sur une période, parce que j'avais débloqué un truc lié à ça qui était transgénérationnel, parce que je m'étais concentrée que sur ça. Parce qu'en fait, voilà, c'est hyper important. On n'y pense pas, on croit que c'est pas grand-chose, mais parfois c'est la petite clé transgénérationnelle qui manque pour finir de débloquer le truc, en fait. Donc c'est hyper important, mais ça sera peut-être pas tous les domaines. Autant les vies antérieures, il y a vraiment tous les domaines, autant le transgénérationnel, on est plus sur le côté famille, travail et matériel. Voilà, et donc le rapport dans la société. Parce que ça, c'est souvent très très important. Même qu'on est en 2022, que les choses évoluent, même si on a des idées modernes dans l'air du temps, à se dire oui, bah ça c'est normal, sur des idées, par exemple, l'avortement, par exemple. Enfin, je sais pas, ça me vient, j'en ai entendu parler ce matin. Mais oui, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Voilà. Par contre, on peut avoir en croyance limitante, s'il y a eu un traumatisme dans la famille lié à, par exemple, un avortement qui aurait mal tourné, on est inconsciemment en croyance limitante contre. Donc, il y a une dualité entre ce que l'on pense consciemment et les mémoires transgénérationnelles. Donc là, ça crée un décalage. Par exemple, sur l'idée du travail, hein, quelqu'un qui a vraiment un esprit entrepreneur, qui veut se lancer, qui dit non mais moi ça c'est pour moi, je vais y arriver, je suis fait pour ça, mais qui n'a que des gens qui ont été, personne qui n'a été à son compte, et qu'on a vraiment, pourtant qu'on va l'encourager à dire oui c'est bien, vas-y, mais dans l'inconscient transgénérationnel, il y a le fait que les patrons, ils arnaquent, que les patrons ce sont des cons, que les patrons, vous voyez, tous des trucs très très négatifs sur les patrons, parce qu'il y a 100 ans, les gens de sa famille étaient très maltraités par ses patrons. Bah, cette personne, elle pourra faire tout ce qu'elle veut. Si elle ne libère pas cette mémoire transgénérationnelle, et ben, en tant que patron, même si c'est qu'à son compte seul, elle n'y arrivera pas. Donc ça peut être des gens qui sont à leur compte qui arrivent, mais s'il commence à prendre un ouvrier, tout se casse la gueule. Parce qu'il a le fait d'être supérieur à quelqu'un. Et dans ses mémoires transgénérationnelles, c'est pas possible. Parce que ça fait de lui une mauvaise personne. Si c'est quelque chose qui a été vécu il y a 100 ans, il n'a pas du tout cette notion-là. Dans son conscient, c'est normal. Il a son entreprise, il se développe, il prend des ouvriers. C'est normal, il n'y a pas de problème. Mais l'inconscient transgénérationnel est plus fort et crée tous ces blocages, ces peurs, ces croyances limitantes complètement inconscientes qui vient vraiment bloquer l'avancée dans la vie matérielle, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important, quand on fait un travail de développement personnel, spirituel, qu'on a envie d'avancer, c'est hyper important de faire un travail, c'est vrai, sur sa vie, sur ses traumatismes, ces choses qu'on a mal vécues dans sa vie, donc avec un psy, voilà. Mais le côté vie antérieure, mémoire transgénérationnelle, c'est blindé. Enfin, c'est vraiment
rempli de blocages dont on n'a même pas conscience. Moi, je prends souvent cet exemple d'une pièce. On ouvre une porte, une pièce qui est pleine de meubles, d'objets, de plein de cochonneries et tout. Et c'est un peu ça, l'âme, les peurs, tout ça. C'est cette pièce qui est pleine, on peut même pas avancer. Donc, chaque meuble, chaque objet est une peur, une croyance limitante liée à un trauma. Donc, il faut la sortir de la pièce. Et au bout d'un moment, on a une pièce où on peut s'installer, faut faire le ménage, en fait. Et là, on arrive à être beaucoup plus serein, beaucoup mieux. Et puis avoir sur ses épaules la charge du passé qui, en plus, dans cette vie, ne nous correspond plus. Parce qu'on n'est plus c'est la même âme, mais ce qu'on a vécu dans les vies antérieures, on est venu vivre d'autres choses. On est la même personne, mais pas vraiment. Et On n'est encore, pas vraiment la même personne, on est entre ouais, guillemets quelqu'un d'autre. c'est une autre vie. C'est la même âme, mais pour une autre vie, pour vivre d'autres choses. Et le transgénérationnel, c'est encore pire. Parce que là, on n'a rien demandé, c'était même pas nous, c'était même pas notre âme, mais on en porte les conséquences. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment s'en libérer pour pouvoir vivre dans cette pièce tranquillement, sans être encombré de tous ces meubles et toute cette poussière qui reste. Et voilà, c'est pour ça que voilà, c'est ces deux aspects qu'on pense pas forcément, mais qui sont importants. Et aussi une chose, on dit qu'on choisit pas sa famille, mais si, parce qu'on s'incarne dans des familles qui ont leur mémoire transgénérationnelle souvent assez liée à nos mémoires de vie antérieure. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais on va souvent retrouver les mêmes thématiques quand on fait des libérations de vie antérieure et de libération de mémoire transgénérationnelle. Il faut faire en fait les deux parce que ce sont des sources différentes, mais on arrive sur les mêmes thèmes de blocage. Donc, on s'incarne dans des familles qui ont des traumatismes qui nous parlent déjà. Donc, en fait, qui viennent encore plus accentuer. Parce que si on avait que le transgénérationnel, on pourrait s'en libérer très facilement. Mais le transgénérationnel que l'on porte vient en fait juste appuyer et accentuer des blocages et des peurs que l'on a qui viennent de nos vies antérieures. C'est souvent lié, alors plus ou moins, de façon plus ou moins forte, suivant les thématiques, mais globalement, ça se rejoint. Donc c'est toujours intéressant. Des fois, j'ai des gens qui me disent moi, les vies antérieures, ça m'intéresse. Oui, d'accord, mais ça libère pas tout. Ça libère pas tout. Donc, c'est pour ça que donc, dans l'atelier, je vais proposer un soin où je vais vraiment, où on fait vraiment tout. Parce que c'est intéressant pour complètement débloquer. Si vous voulez, pour enlever un meuble, c'est comme si vous enleviez, si vous traitez que l'un ou l'autre, oui, mais vous allez un peu avancer, mais pas complètement. C'est comme si dans une pièce, vous allez enlever le matelas, mais vous enlevez pas le sommier. Donc du coup, vous vous retrouvez toujours avec autant de place prise et vous libérez pas la place. Vous enlevez une couche, mais il en reste toujours. C'est un peu l'enfant intérieur et ce qu'on a vécu dans cette vie, les draps. Le matelas, c'est le transgénérationnel, mais vraiment le sommier, qui est assez lourd, c'est les vies antérieures. Et tout ça, ça fait le lit dans lequel on est et qu'on est un peu prisonnier. Donc pour s'en sortir, il faut arriver à vraiment tout dégager, quoi. Donc l'idéal, c'est de tout enlever en même temps. Donc comme c'est souvent les mêmes thématiques, en fait. Mais souvent, on pense à une, mais pas à l'autre, en fait. Donc voilà. Merci Célestine. Alors, j'avais une question. Alors, comment se débarrasser d'une croyance limitante? Alors déjà, il faut l'identifier. Et comment on fait pour l'identifier? Quand on a des croyances, parfois elles ne sont pas limitantes. Ce sont des croyances, c'est en fait une vérité, notre vérité du moment ou notre vérité de ce qu'on vit. En fait, pour identifier une croyance limitante, il y a un exercice qui est assez intéressant, c'est écrire les choses. Écrire sur une thématique où on veut réussir quelque chose. C'est de l'écriture intuitive. Donc écrire tout simplement, par exemple, si on reprend le thème, par exemple, de faire son entreprise, je veux créer mon entreprise. Et tout de suite, on a en tête, non mais de toute façon, tu n'es pas capable.
Ou alors, non, mais toi, c'est pas possible. On a une idée qui vient tout de suite négative. Donc, il faut l'écrire. Donc, ça permet d'identifier, en fait, tout ce que vous avez envie de faire, même les choses les plus folles, ne serait-ce que je vais aller sur la Lune. Tout de suite, vous vous dites, ah bah ouais, je vais aller sur la Lune. Ah bah non, non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Et là, en fait, vous voyez qu'il y a une croyance limitante. Pourquoi c'est pas possible? Faut lister le truc. Bon, bah sur la Lune, tout le monde ne peut pas y aller. Donc, mais C'est sur des sûr. choses, sur des choses simples, est-ce que vous avez envie, par exemple, j'ai envie de m'acheter une belle maison au bord de la mer. Vous écrivez ça. Et là, vous allez avoir, ah bah non, mais t'as pas l'argent. Ah bah non, mais de toute façon, t'habites trop loin. Ah, mais ça sert. Enfin, et en fait, il faut écrire tout ce qui vient. Et après, contrebalancer. Bah si j'ai envie, pourquoi pas me faire plaisir et acheter. Et en fait, se faire un dialogue comme une argumentation, en fait. Et les idées viennent toutes seules. Donc ça peut être en écrivant, parce que pour beaucoup, ça aide beaucoup, mais ça peut être juste dans sa tête. Hein. Se faire ce dialogue, et ça permet d'identifier ce qui est une croyance limitante. Voilà. De pourquoi je peux pas, pourquoi dans ma tête, je me dis, mais je peux pas. Et en fait, ça fait remonter petit à petit. Et c'est intéressant de le faire, alors peut-être pas tous les jours, mais si vous prenez une idée, vous le faites. Et ça peut être hyper intéressant de le reprendre quelques jours plus tard. Parce qu'en fait, il y a d'autres choses, d'autres croyances qui vont ressortir ou d'autres raisons pour la même chose. Et ça permet, en fait, quand vous faites une vue d'ensemble, de voir un peu vos croyances limitantes, de les identifier. Merci Célestine pour ta réponse. Comment soigner son enfant intérieur? Alors, l'enfant intérieur, pareil, le dialogue, donc à l'écrit, ou comme ça, mais en fait, il faut se parler à soi-même, se rassurer comme si on était un enfant. Il faut vraiment s'écouter, écouter ses envies, ses besoins, parce que moins on s'écoute, plus on est dans on va dire, dans la vie de tous les jours, dans le il faut faire, moins on s'écoute, on écoute ses besoins. Et du coup, on n'écoute pas son enfant intérieur. Donc, le but, c'est de vraiment revenir à lui, donc revenir à soi, se parler, se rassurer. C'est très, très important parce qu'on ne se rassure jamais assez. Et du coup, aussi, pour l'aider à guérir, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire des choses qu'on aimait quand on était enfant. C'est tout bête, mais ça fait vraiment du bien. Et ça permet de montrer à son enfant intérieur qu'on l'écoute, qu'on est prêt à être là pour lui. Ça le rassure et ça lui fait du bien. Merci Célestine. Les méditations guidées pour l'enfant intérieur, c'est aussi intéressant. Si vous êtes méditation. Parce que moi, je le dis, mais je ne fais pas, je ne suis pas très méditation, mais pour ceux qui aiment, c'est parfois utile. Ouais. Ça peut être utile. Ouais, aller à la rencontre de son enfant intérieur en méditation. D'accord. Alors, comment surmonter les croyances limitantes au travail? Alors, le travail, donc il y a des vies antérieures, il y a beaucoup de transgénérationnels. Donc après, le problème aussi quand on est au travail, quand on a des collègues, c'est le problème quand on fait affaire aux autres. C'est-à-dire que ces croyances limitantes, elles sont alimentées aussi par le comportement des autres. Et on attire chez les autres le comportement qui va venir appuyer nos croyances limitantes. Donc pareil, il faut faire un travail d'introspection. Quelles sont mes croyances limitantes liées au travail et arriver à surmonter ça. Souvent, faut aller chercher dans le travail sur le syndrome de l'imposteur. On pense toujours qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'a pas sa place. Enfin, ça peut être ce genre de choses. Et après, il y a un travail aussi à faire sur le vivre avec les autres, en fait, parce que le problème au travail, c'est aussi quand on a des collègues ou des supérieurs ou des en dessous, quand on est responsable, c'est aussi de faire avec les autres. Et quand on a des croyances limitantes liées au travail, c'est souvent, ça peut être aussi par rapport au rapport aux autres, ça peut être très compliqué. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui, pour lui, les patrons, dans ses croyances limitantes inconscientes, les patrons sont des mauvaises personnes, il ne pourra pas être patron. Mais ça peut être l'inverse. Des gens qui ont toujours eu des postes dans des familles où, pour exister, il faut avoir un poste à responsabilité. Si un jour vous avez un poste qui n'est pas spécialement à responsabilité, là on est dans la croyance limitante et du coup ça bloque aussi et on n'est pas bien dans ce boulot alors que pourtant c'est un boulot qui pourrait nous plaire et du coup ça bloque aussi pas mal. Et ça bloque ces croyances limitantes aussi, ce qu'il faut se dire,
c'est que des choses où on pourrait être super bien, les situations où on pourrait être très bien. Comme on a les croyances limitantes de bah non, ça va pas, et ben on se sent pas bien, alors qu'en fait, bah on pourrait être très bien dans cette situation. Voilà. Merci Célestine. Alors, est-ce toujours les notes de vie antérieure ou celles aussi de nos familles qui peuvent nous bloquer? Alors, ce sont les nôtres à titre personnel, et après, dans nos familles, bah, c'est le transgénérationnel. Mais après, aussi, ce que j'ai pas évoqué, ce sont les relations d'âme. C'est-à-dire que des gens que vous connaissez qui sont de votre famille, vous pouvez avoir des vies antérieures en commun. Ça, ce sont des relations d'âme. Donc, des choses que vous avez pu vivre ensemble qui ont été plus traumatisantes pour l'autre personne, peut avoir aussi un impact sur vous, suivant la relation que vous avez en ce moment. C'est-à-dire qu'une relation avec quelqu'un qui vous a, par exemple, fait du mal, vous retrouvez aujourd'hui, ça peut aussi créer un blocage. Mais en général, ça part de soi. Si une vie antérieure de quelqu'un de votre famille vous crée quelque chose chez vous, c'est que vous y étiez dans cette vie antérieure. C'est une vie en commun, en fait. Merci Célestine. Alors, a-t-on besoin d'identifier nos croyances limitantes, enfant intérieur, vie antérieure ou autres, pour pouvoir s'en libérer? Alors, l'idéal, c'est de pas forcément tout identifier point par point, mais ça peut être juste avoir la thématique et décider de se libérer cette thématique. On n'a pas, enfin, il n'y a pas besoin de savoir exactement la croyance limitante. C'est pas obligatoire. Mais souvent, vous allez vous rendre compte qu'il y a une thématique qui bloque. Ça peut être la thématique, les relations, amicales, amoureuses, familiales, le travail, la réussite pro, la réussite personnelle, peu importe. Si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui bloque, si vous dites, allez, il n'y a pas besoin de savoir, mais je veux débloquer, c'est possible aussi. Bon, après, il faut faire appel à quelqu'un, mais il n'y a pas forcément besoin de tout identifier exactement. Au moins les grandes lignes, en fait. D'accord, merci pour ta réponse. Comment surmonter les croyances limitantes dans nos relations amoureuses? Bah, pareil, ça va être un travail de libération parce que dans les relations amoureuses, c'est aussi très bloquant et en fait, c'est ce qui fait qu'on va tirer des relations, alors pas des personnes toxiques, mais des relations, bah, ça peut arriver, hein, mais des relations qui nous seront toxiques. Et en fait, tant qu'on n'a pas un travail qu'on n'est pas serein avec ça, qu'on est dans des peurs, dans des croyances limitantes, on va aller vers des gens qui vont alimenter nos peurs, nos croyances limitantes, qui vont alimenter ça, donc en guérissant sur la partie relationnelle et travail sur soi et ses blessures. Donc pour les relations, ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir au niveau de sa blessure du rejet et de l'abandon, où on en est par rapport à ça, parce que c'est ce qui fait qu'on va être attiré vers un type de personne qui va créer des déséquilibres dans les relations. Donc c'est trouver l'équilibre en soi pour après aller avec des personnes qui nous seront beaucoup plus adaptées entre guillemets, ou du moins où les relations ne deviendront pas toxiques. Merci Célestine. Alors, je vais rappeler ton atelier. Donc, ce sera le mercredi 7 décembre à 20h30. Ce sera un soin collectif des blocages célestes. Donc, vous pourrez vous inscrire donc, sur le lien que je vous ai mis dans le chat et à tout moment sur le site de l'académienouvellevie.com, rubrique replay 24 à 48 heures après notre direct, ou si vous nous regardez sur YouTube en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Non, bah alors après, donc du coup, sur l'atelier, donc ça va se passer en plusieurs temps, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment le temps de libération un petit peu sur les blocages, plutôt sur l'actuel. Et là, je sens que ça me travaille sur la gorge. Donc, il y aura un travail sur l'expression de soi, D'accord. aussi sur la gorge. Après, sur l'enfant intérieur, libération et apaisement de l'enfant intérieur. Et après, ce sera sur les vies antérieures. Donc, vraiment libération de tout ça, de karma. Enfin, oui, ce qu'on appelle, enfin, c'est le mot classique, hein, le karma. Les vœux aussi qu'on a pu faire dans d'autres vies. Tout ça, je vais venir libérer tout ça. Et après, pour finir, donc la libération de mémoire transgénérationnelle aussi. Voilà. Donc, en fait, ce sera un thème. Donc, moi, je vais le faire le soir, je vais le faire de façon générale.
Mais vous, si vous venez vous participer, vous pouvez venir sans attente d'un domaine précis. Ça va libérer ce qui est à libérer en premier. Ou alors, vous pouvez venir et vous dire, moi là, j'ai cette thématique-là qu'il faut libérer, être concentré dessus, pour porter votre intention sur une thématique et le soin pour vous agira sur cette thématique-là. Voilà. D'accord, super, merci Célestine. Donc surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à l'atelier, on vous attend nombreux. Donc j'ai dit que ce sera le 7 décembre pardon, à 20h30. Donc n'hésitez pas, on vous attend très 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 nombreux. Donc merci à tous d'avoir participé. Merci à toi Célestine. Merci à vous, merci à toi, Caroline. Avec plaisir. Donc du coup, on se retrouve le 7 décembre. Et j'ai hâte d'y être pour ton atelier. Merci, moi aussi. Merci à tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.